Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la péripneumonie contagieuse bovine. Et cela rentre dans le cadre de la série des modules de la pathologie infectieuse qui sont destinés particulièrement aux étudiants des écoles vétérinaires, mais aussi aux professionnels en guise de rappel. Et pour cela, nous vous demandons de soutenir fortement cette communauté en likant les vidéos, en vous abonnant au site et en les partageant massivement car nous avons la ferme conviction que c'est essentiellement par la science et l'application de la science que nous pourrons changer l'Afrique. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant, qui est le plan d'un cours de pathologie infectieuse où nous ferons une définition, on fera l'historique de la péripneumonie contagieuse bovine, on évoquera l'agent étiologique, la répartition géographique autant pour moi, les espèces affectées, la symptomatologie, le diagnostic et on terminera tout naturellement par la prévention. En définition, nous dirons que la péripneumonie contagieuse bovine est une maladie infectieuse, inoculable sous certaines conditions, rencontrée chez les bovins et chez les buffles. C'est l'une des maladies contagieuses la plus importante, caractérisée par des difficultés respiratoires, un état d'embonpoint détérioré et puis une forte mortalité. En termes de synonymie, ici au Niger, particulièrement la communauté Hausa l'appelle Balagiro. Quant à nos parents Peul, ils l'appellent Miro. En ce qui concerne l'historique de cette pathologie, il faudrait dire qu'en Europe, c'est en 1550 que Gallo fait la description clinique de la péripneumonie contagieuse bovine en Italie. En 1557, Jacob l'a décrit en Suisse. En 1732, Charles l'a décrit en France. En 1762, Claude Bourgelat, qui est le père de la médecine vétérinaire en France, fait une description clinique en améliorant la précision de la description. En 1773, il y a eu la réglementation sur l'éradication par le stamping out, autrement dit, l'abattage a été institué. Et enfin, en 1792, Chabert décrit son instruction sur la péripneumonie contagieuse bovine. Pour ce qui est de la situation épidémiologique au Niger, il faudrait dire que c'est en 1930 qu'elle a été décrite d'abord dans la région du Niamey, puis à Tillabéri, ensuite à Dosso et à Tawa. Et tout récemment, en 2021, Dr Saadou Moussa, SVPP du département de Douchi, a décrit des cas de péripneumonie contagieuse bovine chez des sujets en transhumance et venant du Nigeria. Parlons à présent de la répartition géographique de la péripneumonie contagieuse bovine. En effet, cette pathologie est rencontrée dans les pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Togo, le Bénin, le Ghana. Elle est aussi rencontrée en Afrique centrale dans des pays comme le Tchad, le Soudan, Centrafrique, mais aussi elle est rencontrée en Afrique de l'Est et même un peu dans des pays comme le Zaïre, le Rwanda, le Burundi. Ici, nous avons la carte de la répartition de la péripneumonie contagieuse bovine de 2004 d'après Tchoukour. Parlons à présent de l'étiologie. La péripneumonie contagieuse bovine est due à une bactérie appelée Mycoplasma mycoides, qui est un germe pneumotrope et strictement adapté aux bovins. On rencontre des souches qui présentent différents degrés de virulence. C'est ainsi qu'on peut trouver des souches hautement virulentes appelées souches vellogènes, des souches moyennement virulentes appelées souches mésogènes et des souches faiblement virulentes dites des souches lentogènes. La résistance de Mycoplasma mycoides peut être considérée comme faible dans le milieu extérieur. En effet, ce germe
peut vivre 2 à 3 jours dans les régions tropicales, mais peut vivre beaucoup plus longuement dans les zones tempérées où la température est relativement plus basse. Tous les bovidés, à savoir Bos taurus, Bos indicus, sont sensibles à la maladie, mais le buffle domestique en général est résistant. La péripneumonie contagieuse bovine a été signalée chez les yaks d'Asie, chez les bisons d'Amérique, mais jamais chez le buffle d'Afrique. Il faudrait dire aussi que les moutons et les chèvres sont résistants à la péripneumonie contagieuse bovine. Qu'en est-il de la transmission? La péripneumonie contagieuse bovine se transmet par contact direct étroit. En effet, le risque maximal de contagion est présenté par les animaux en phase aiguë de la maladie. Autrement dit, les sujets au moment où ils ont l'hyperthermie sont beaucoup plus contagieux. En effet, ils excrètent des aérosols infectieux lors des épisodes de toux. Et c'est ainsi qu'ils vont mettre en suspension dans l'air des gouttelettes contenant le germe. Mais aussi les sujets infectés qui sont en phase préclinique, autrement dit ceux qui sont en phase présymptomatique, tout comme les sujets porteurs chroniques sont aussi des excréteurs du germe. Il faudrait dire qu'en Afrique, le mode d'élevage influe beaucoup sur l'épidémiologie de la maladie. En effet, la péripneumonie contagieuse bovine est essentiellement liée au déplacement des animaux, autrement dit à la transhumance. En effet, la transhumance s'accompagne par des efforts soutenus des animaux, ce qui fait que deux fois les séquestres pulmonaires vont éclater et c'est en ce moment que la maladie va se déclarer. Parlons à présent de la symptomatologie. Il y a plusieurs formes. Il y a une forme aiguë et puis il y a une forme chronique. Dans la forme aiguë, par exemple ici, nous avons un bovin dont la tête et l'encolure sont étendues, les pattes sont écartées, les narines sont dilatées, l'animal halète, la bouche ouverte, les narines dilatées, essayant d'aspirer un peu d'air. Donc, l'animal a des difficultés respiratoires. Il veut bien respirer, mais hélas, il a beaucoup de peine. Nous verrons plus tard que les poumons ont perdu leur élasticité suite à une hépatisation des poumons, ce qui fait que les poumons n'arrivent plus à inspirer un volume d'air important. D'où toutes ces difficultés afin de trouver le peu d'air qui lui est accessible. On peut observer des inflammations des articulations. La deuxième forme, c'est la forme chronique. Elle est caractérisée par des signes qui sont moins évidents, mais le taux de mortalité diminue. Toutefois, dans la forme chronique, il y a une émaciation et une dépréciation marquée de l'animal. Regardez comment cet animal a complètement fondu. Il y a une fonte musculaire. Il y a le pelage qui est complètement dénaturé. Parlons à présent des lésions, autrement dit du diagnostic lésionnel. Il y a une hépatisation des lobules pulmonaires, donnant au poumon un aspect marbré. On peut aussi observer une pleurésie exudative pouvant aller jusqu'à 30 litres. Autrement dit, les sujets malades vont excréter du jetage abondant au point de collecter des exudats en très grande quantité. D'autre part, on peut observer une présence de caséum, appelé des omelettes de fibrine, lorsque on coupe les poumons. Il y a aussi la présence de séquestres pulmonaires, qui sont des nodules dans lesquels les germes ont été séquestrés afin d'isoler le germe du reste du corps de l'animal. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons une hépatisation du poumon et c'est l'occasion de remercier infiniment notre cher maître, à savoir le professeur Ayayi Akakpo et le professeur Riana Alambiji, car ces images sont des images de l'école inter-état de sciences et de médecine vétérinaire, plus précisément du service de pathologie infectieuse et immunologie. Là, ce sont les images dont les crédits sont ceux
de Dr Saad Moussa, SVPP de Douchi en 2021. Nous constatons effectivement l'hépatisation des poumons. On constate que le poumon a une structure marbrée car les espaces interalvéolaires se sont densifiés. Il y a une certaine augmentation de la trame conjonctive interalvéolaire donnant cet aspect marbré au poumon. Là aussi, il y a l'aspect marbré du poumon. Regardez bien. Là, ce sont des omelettes de fibrine. Regardez, c'est très impressionnant, ces omelettes de fibrine. Là aussi, ce sont des omelettes de fibrine. Là, ce sont les séquestres pulmonaires. En effet, le parenchyme pulmonaire doit être souple, élastique, rosé. Et là, nous constatons qu'il y a un séquestre et le séquestre est entouré par une coque fibreuse, une densification du tissu entourant le séquestre qui montre que l'organisme a isolé complètement ce nodule du reste du poumon. Il faut faire un diagnostic différentiel avec toutes les pathologies qui ont des signes respiratoires, entre autres la septicémie hémorragique, la fièvre afteuse, mais nous verrons bien dans le cas de la fièvre afteuse, il y a surtout des aphtes, mais d'autre part aussi, il y aura surtout de la cyanurée. Il faut faire un diagnostic différentiel avec la bronchopneumonie bactérienne ou virale, la thalériose, mais aussi la tuberculose, et ce d'autant plus que la tuberculose peut avoir aussi des séquestres pulmonaires. Mycobacterium bovis peut être séquestré au niveau du poumon. Et enfin, les kystes hydatiques dus à Echinococcus granulosus, qui est un ténia du chien, mais qui peut exceptionnellement se retrouver au niveau du foie ou au niveau du système nerveux central de l'homme, particulièrement lorsqu'il y a la consommation de la viande du porc. On peut se retrouver avec Echinococcus granulosus au niveau du foie et au niveau du système nerveux central. En ce qui concerne la confirmation biologique, les prélèvements possibles sont les liquides d'épanchement thoracique, les ganglions trachéobronchiques ou médiastinaux, les poumons, des écouvillons ou même du sérum. En ce qui concerne le diagnostic, on peut utiliser la culture suivie de l'isolement, des techniques de sérologie, mais de nos jours, on peut faire aussi la PCR pour amplifier Mycoplasma mycoides. En ce qui concerne la prévention, lorsque nous sommes dans une zone endème, il faudrait un contrôle sanitaire au niveau des frontières, il faudrait faire une surveillance périodique du cheptel. Et après cette surveillance, il faut isoler les sujets qui sont malades et les abattre. Il faut dépister pour détecter aussi les porteurs chroniques car ils seront des excréteurs. Il faudrait interdire les déplacements des troupeaux qui sont positifs et faire le stamping out de tous les sujets qui sont positifs. Cela suppose quand même des conditions d'application, et entre autres la rédaction des tests législatifs, des réseaux de surveillance, mais aussi et surtout des fonds pour indemniser les propriétaires des animaux. En ce qui concerne la prophylaxie médicale, il y a un vaccin contre la péripneumonie contagieuse bovine, qui est un vaccin lyophilisé, préparé à partir de la souche T1SR ou bien à partir de la souche T44. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce rappel de la pathologie infectieuse et qui a porté sur la péripneumonie contagieuse bovine. Sur ce, je vous remercie infiniment et on se donne rendez-vous pour le prochain module.